C'est le hasard qui a fait qu'on s'est retrouvés ici un vendredi alors que j'allais dîner avec mon frère qui habite à Saint-Hilaire. La maison était en vente. Alors là, ça m'a comme attirée. Je suis reculée, je suis repassée devant la maison et la première question que je me suis posée, c'était à savoir, est-ce que c'est un style de maison qui plairait à Denis, qui est mon mari? Et puis oui, je me disais, bon, je pense que oui, ce serait le style de maison qu'il aimerait et il aimerait l'environnement et tout ça, parce que tout ça était l'effet du hasard. Il n'était pas question encore à l'époque de déménager d'où on habitait. Moi, c'est sa situation géographique. J'ai toujours rêvé, je suis un ex-résident de Longueuil, j'ai toujours rêvé de venir m'installer au bord du Richelieu. Comme la plupart je pense, des gens de mon âge de Longueuil, s'installer au bord du Richelieu, c'est comme quelque chose d'inaccessible. Tu sais? Alors, quand c'est ma conjointe qui était plus visionnaire au point de vue de la structure de la maison. Elle, quand on a visité ici, c'était bien sobre, c'était sur le tapis, c'était sombre, il y avait de la tapisserie foncée partout. Il n'y avait pas de rideaux plein jour, c'était des rideaux épais. Ça prenait un éclairage le jour dans cette maison-là, c'était bien sombre. Mais moi, c'est pas tellement ça. Moi, je trouvais que c'était une belle maison. Je trouvais qu'elle avait de la gueule, vue du chemin, là, tu sais. Je trouvais que c'était... j'avais aucune idée qu'elle était historique ou quoi que ce soit comme ça. C'est juste que, au point de vue design, tout ça, je me fie sur ma femme. Moi, j'exécute. Tu sais? J'essaie de le faire le mieux possible, mais j'aime beaucoup la finition de ces choses-là, mais c'est elle qui, je dirais, qui décide là, vers quoi on s'enligne. Tu sais. Je me souviens pas qui nous a fait part que c'était la maison Ernest Choquette, parce que la maison n'était pas présentée sur ce jour-là. Nous, on n'avait pas du tout l'impression d'acquérir une maison historique. Nous, comme je vous dis, c'est pas le caractère historique de la maison qui nous a séduits, c'est vraiment la beauté de la maison à l'intérieur et aussi l'atmosphère de la maison. Ça ne se crée pas instantanément. Tu sais, c'est quelque chose, là, il y a une âme dans cette maison-là. C'est une maison qui nous semble avoir beaucoup d'histoires à cause des histoires qui nous sont contées par par les plus vieux. Par les plus vieux. Parce qu'on n'a jamais vu nulle part, aucun écrit, on n'a jamais lu rien, à part un petit dépliant de la ville de Saint-Hilaire à propos de la maison Ernest Choquette. Puis on s'est aperçu que c'était notre maison. Tu sais. À un moment donné, j'étais en train de travailler sur le terrain, puis il y a un vieux monsieur qui m'a accosté, qui prenait sa marche. Monsieur de, je dirais, un octogénaire. Il m'a approché, puis il m'a fait savoir qu'il avait déjà dormi dans cette maison-là. Alors là, je l'ai commencé à le faire parler. Puis c'est M. Clerk qui était le petit-fils de Ernest Choquette, puis qui me contait qu'il venait passer ses étés ici. Mon premier contact avec la rivière, c'était ici, chez le grand-père Choquette. Alors, Ernest, quand il a fini son cours de médecine, il est venu s'installer à Saint-Hilaire, sans doute parce qu'il y avait peu ou pas de médecins de ce côté-ci de la rivière. Du côté de Belleuil, il y avait le docteur Perrault, bien connu, mais bon. Alors, Choquette s'est installé dans la petite maison qui se trouve derrière l'église de Saint-Hilaire. Et il a vécu là pendant quelques années. Et c'est là où ma mère
est venu au monde, derrière l'église de Saint-Hilaire. Alors, j'imagine que ses affaires sont devenues un peu plus prospères. Bon, j'ai oublié de parler de l'épisode du téléphone, mais j'y reviendrai. Alors, en tout cas, là, il a abandonné la maison derrière l'église pour s'en acheter une au coin de ce qui est maintenant la rue Gaboury et le chemin des Patriotes. Une grosse maison un peu américaine comme style. Et puis, il a gardé son bureau de médecin pendant plusieurs années. C'était derrière sa maison, là où il y a un hangar à l'heure actuelle. Et ça sentait beaucoup l'iode, puis la formaline là-dedans, puis en tout cas, toutes sortes d'odeurs médicales, même longtemps après sa mort. Et c'est dans cette petite retraite-là qu'il écrivait, lorsqu'il était chroniqueur pour le Canada ou pour la presse. C'est quand il voulait raconter des histoires, il faisait ça sous forme de romans. Alors, il y a des romans du terroir, des romans des troupes de 1837. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Carabinade, des souvenirs de ses années d'études en médecine à Montréal. Bon. Puis un de ses livres, un de ses romans, a été et c'est lui-même qui l'a transformé en pièce de théâtre, qui a été présentée à Saint-Hilaire. Mais aussi, il avait vendu de ses romans, où on avait acheté de ses romans pour faire des prix dans les commissions scolaires à l'époque. Alors, comme le grand-père était conseiller législatif, j'imagine qu'il y avait ses entrées chez les éditeurs. Mais ça coûtait relativement cher de faire imprimer des livres au Québec à ce moment-là. Alors, il faisait une petite édition, un petit tirage, qui était vendu comme ça dans les librairies, mais pour distribuer dans les commissions scolaires comme prix, là, faisait imprimer ça en Belgique. Alors, les Belges, eux autres, ils prenaient le contrat en main et illustraient à leur façon les histoires de Choquette. Mais ça ne ressemblait pas beaucoup à des histoires d'habitants sur le bord du Richelieu. Les illustrations, je veux dire. Là. Le texte était pareil. Alors j'imagine que quand Claude Paysan est sorti, c'était un roman qui se tenait assez bien et qui a eu une bonne critique à l'époque. C'était très nationaliste et très agricole. Bon. Mais le grand-père Choquette n'était pas bien moderne dans ses pensées. Il pensait que les Canadiens français c'était fait pour faire de l'agriculture et rester sur les terres. Puis on laissait des affaires aux Anglais. Mais mais pour une édition de luxe de son roman, il s'est adressé à le duc. Il a dit, regardez-moi les esquisses que les Belges ont fait avec mon histoire, ça ne tient pas beaucoup debout. Alors il dit, alors il aimait mieux que le duc fasse des scènes de faire les labours, de faire les semailles, de battre le blé avec des fléaux, bon, ben, enfin, de travaux agricoles. Puis le duc faisait ça d'une façon très, très authentique et très exacte. Et puis c'est pour ça que le fameux roman du Claude Paysan est resté un très bel exemple d'une œuvre de Choquette et de Leduc ensemble.
C'était un monsieur touche-à-tout. C'était un notable du temps. Alors, c'est un monsieur bien actif. C'était en même temps un patenteux qui s'intéressait beaucoup aux nouvelles technologies, à l'électricité et à toutes ces choses-là. Et puis, pour revenir momentanément au téléphone, c'est que le jeune docteur Choquette connaissait le vieux docteur Perrault à Belleuil. Puis la fille du docteur Perrault a dû lui tomber dans l'œil à un moment donné parce qu'il a commencé à la fréquenter. Mais il ne faut pas oublier que Charles Philippe Choquette, le professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, était un scientiste. Et il s'y connaissait en électricité, en astronomie, en microscopie, etc. Et il a suggéré à son frère, pourquoi tu ne fais pas une ligne de téléphone entre ta maison sur le bord de l'eau à Saint-Hilaire et la maison du docteur Perrault sur le bord de l'eau à Belleuil. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, on passait un câble sous-marin. Puis le docteur Choquette, sans quitter sa maison, pouvait communiquer avec sa blonde de l'autre côté de la rivière. Et ce fut la naissance du téléphone à Saint-Hilaire. Ça s'est développé petit à petit. Il y a d'autres voisins des deux côtés de la rivière qui ont voulu se brancher à ce réseau de téléphone-là. Et puis finalement, ils avaient, je ne sais pas quoi, peut-être une vingtaine d'abonnés à leur système, qui a été vendu éventuellement à Bell Canada. J'imagine que le petit atelier qui est encore là, il devait patenter ses affaires de téléphone, je ne sais pas quoi, là. Nous, en ce moment, c'est un patio, là, comme tel, mais c'était dans ce local-là qu'il recevait ses patients. Il ne les recevait pas à la maison. Et la partie qui était contiguë à ça, c'était pour abriter les chevaux. Il y en a de défaits, mais il y a celui qui est en meilleur état, est encore là. Le garage qui est ici, c'est à partir des, je ne sais pas comment on appellerait ça, là, des dépendances de la maison, si on veut. C'est encore le même. Il a probablement été resolidifié, là, mais c'est encore là. C'est surtout les vieux qui nous ont appris qu'il y avait eu une caisse populaire, qu'il y avait eu le premier système de téléphone, ces choses-là. Là, c'est assez spécial. La caisse populaire a commencé dans la rue Saint-Anne, à Saint-Hilaire. La maison n'existe plus. Mais par contre, c'était, disons, dans la salle à dîner qui était la table de la salle à dîner qui était le comptoir, puis on avait un bureau, un coffre-fort. Dans ça là, il y a moins de monde qui venait comme aujourd'hui dans les caisses. C'était surtout le dimanche après la grand-messe qu'il y avait beaucoup de monde qui venait. Mais dans la semaine, ça s'ouvrait n'importe quelle heure, c'était pas cédulé comme la caisse aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas grand monde. Comme je vous dis, c'était surtout le dimanche. Des fois, tu pouvais en avoir dans l'après-midi ou quelques-uns dans l'avant-midi, mais c'était pas. Et puis, il y en avait qui t'apportaient les anciennes boîtes de cigares en bois, là, remplies d'argent, là, pas comptées, puis tu t'apportais ça, là, puis là, quand tu avais le temps, tu comptais ça, là, puis tu déposais ça dans son compte. Puis c'était ouvert le soir. S'il y avait quelqu'un qui se présentait le soir, bien, aller jusqu'à 8h, 8h30, c'était ouvert. S'il y avait un fermier qui avait affaire puis qui passait le soir, bien, il arrêtait. Puis, on ne peut pas comparer ça avec la caisse d'aujourd'hui quand ça commence quelque chose dans ces années-là. Là. Parce que quand on a déménagé en 1942 ici, la caisse a fondé.
Oui, cette maison-là, originalement, a peut-être été unifamiliale et est devenue une maison comme duplex, si vous voulez. Il se servait du deuxième étage, puis il y avait des locataires. Alors, on se retrouvait avec 2 adresses civiques. Une sur le chemin des Patriotes, puis une sur Gaboury. La maison principale avait accès sur Gaboury, puis le deuxième étage avait accès par le 158 des Patriotes. C'est le seul travail à ce moment-ci que j'ai de fait. Comme je vous dis, il y a tellement de gens d'impliqués et on a même des actes, on a un acte de tutelle pour la fille de la veuve du cultivateur qui a été déshéritée. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Donc, ils n'étaient pas reconnus comme personne. Donc, le mari devait autoriser sa femme à aller chez le notaire pour céder en vente un bien. Alors, on a cet acte-là. Ensuite, on a le testament aussi de M. Ernest Choquette. On a aussi un testament d'une autre personne. Alors, il y a différents documents légaux qui doivent être démêlés et replacés dans le temps. On a même un acte notarié pour une chicane de clôture entre voisins. Et c'est très drôle parce que le notaire rencontre les 2 parties indépendamment l'une de l'autre et il rapporte les paroles textuellement pris comme une secrétaire finalement pour régler le litige entre les 2 parties parce que là, ils sont très en colère, ils ne se parlent plus et c'est le notaire de la place qui va régler ça. Dans un autre texte, on voit aussi que la maison, au moment où la veuve et sa fille ont mis en vente, bien, la vente s'est faite sur le perron de l'église par une criée qu'on appelle. Alors, il y a plein, c'est fabuleux là, tout ce qu'il y a là-dedans, mais comme je vous dis, il y a un travail à y faire. Il y aurait eu 3 agrandissements. Denis est plus connaissant que moi parce que lui a défait des sections, parce que la maison a été unifamiliale. Ensuite, elle a été agrandie pour les besoins d'une plus grande famille. Ensuite, c'est devenu un duplex et nous, on la remet dans son état original, c'est-à-dire unifamiliale. Premièrement, ça a été construit par bout. Hein? Ces maisons-là étaient construites, ils partaient d'une première construction. Puis j'imagine que les familles agrandissaient, alors ils construisaient une extension, un agrandissement. Comme ici, on est dans l'agrandissement, parce que la vieille maison originale, en mansarde, elle est de l'autre côté. Mais cette maison-là, je ne sais pas de quand date exactement, mais tous les murs sont en pièces sur pièces, embouffetés. C'est des 12 par 4, c'est des gros madriers, là, qui sont embouffetés un dans l'autre. Il n'y a pas un clou d'un mur. C'est incroyable, j'ai jamais vu une construction comme ça. Je m'en suis aperçu quand j'ai ouvert, parce que j'ai voulu faire le deuxième, la même configuration que le premier. Alors, il a fallu que, puis au deuxième, c'était pas, il n'y avait pas de communication entre les deux, entre l'agrandissement et la maison originale. Alors, il a fallu que je perce un mur. C'est là que je me suis aperçu que, Gotapeg, j'ai découpé la forme de la porte. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'enlever les morceaux. Il n'y avait aucun clou. Juste glisser les morceaux jusqu'en haut, puis les sortir de
de leur embouffetage. Bien, on s'est aperçu que au deuxième étage, il y a une partie qui ne communiquait pas avec le reste de la maison. Pour faire communiquer ça, puis ne pas avoir à enlever, à faire comme j'ai fait, puis à traverser un pied d'épais de bois, ben ils ont simplement, dans la nouvelle partie, ici, qui doit être peut-être 75 ans à place de 150, là, ils ont simplement, ils passaient par les chambres. Ils avaient fait une porte entre deux chambres. Mais avant que cette porte-là soit construite, le seul moyen qu'on avait pour y aller, c'était par l'extérieur ou par l'escalier qui mène dans la salle à dîner. Alors, on s'est dit que certainement, c'était les appartements de la bonne, parce qu'il y avait sa petite cuisine, il y avait sa petite chambre à coucher, puis il y avait sa petite toilette, petite salle d'eau, pas de bain là-dedans, juste le nécessaire pour faire une toilette. J'imagine que dans ce temps-là, ça devait être à peu près dans le temps d'Ernest Choquette, qui devait avoir une bonne, puis dans ce temps-là, il se lavait à des barbouillettes. La partie où on se trouve ici présentement daterait de 1906, au dire des anciennes propriétaires qui sont les Demoiselles Lapierre. Et quand nous, on a fait certains travaux avant même là, d'aménager, dont enlever les tapis et remettre les planchers sur la latte, et ce plancher-là date vraiment de l'époque. Alors, ces planchers-là, on les avait vus. On sait qu'ils sont très âgés là, à cause des designs d'ébénisterie qu'il y a dedans, et des travaux. Les planchers d'aujourd'hui ne sont pas faits comme ça. Alors, mais tout le reste, non. Écoutez, moi, je voyais ça... non, dans le bois de chauffage, dans la remise, il y avait du vieux bois de chauffage qui date de je ne sais pas combien de temps, parce que j'ai retrouvé des bouts de boiserie que j'ai fait répliquer en plâtre pour être capable de recommencer la décoration comme étaient les boiseries, comme ils étaient dans le temps. Quand on a défait, on a tout défait en détruisant pas les vieilles boiseries, justement pour être capable de les réutiliser après avoir fait nos rénovations. Ça fait que ce que vous voyez, ce sont pour la plupart des boiseries originales, qu'on a soit fait répliquer ou simplement réparer pour les réutiliser. Mais j'aime ça faire ça, le plus possible, là, comme dans l'esprit de ce temps-là. Il faut prendre notre temps, parce que si tu es pressé, là, ça prend plusieurs années de refaire ça, là, tranquillement. Là, puis, sous cette toiture d'acier-là, la toiture originale est en métal blanc, parce qu'ils l'ont laissé, ils ont tout simplement recouvert la toiture, mais la toiture originale est là. C'est sûr que c'est fait en planche là, de 1 pouce par 6, là, tout embouffeté, là, une dans l'autre. C'était recouvert avec un métal blanc, un métal bizarre. C'est un peu comme il y en a qui me disaient qu'ils recyclaient des boîtes de thé anglaises. Tu sais, les boîtes, les vieilles boîtes de biscuits, là, le sorte de métal que c'est comme un... Je ne sais pas si c'est un étain ou un métal blanc quelconque. Là. Y a pas la corrosion s'y attaque pas, en tout cas. Puis c'était comme ça là, que c'était fait. J'en ai enlevé des morceaux, là, mais c'est une construction... je ne suis pas historien, je ne peux pas vous dire d'où ça date, mais je sais que c'était bien construit. Oui, on s'aperçoit en parlant comme ça que c'est une maison qui a beaucoup de... C'est peut-être pour ça qu'il y a une âme comme ça, hein, qui fait que c'est une maison qui a beaucoup de vécu avec l'héritage des vieux Hilaire-Montais. C'était vraiment le cœur du village. Hein. Dans le temps, l'église n'est pas loin. Alors, c'est ici que tout avait lieu, là, avec Dr Choquette. La vie des premiers, j'imagine que c'est
pas tellement longtemps. On n'est pas situé trop loin non plus du manoir Campbell. Alors, entre l'église et le manoir Campbell, là, il ne faudrait pas remonter bien plus loin pour arriver aux Patriotes, finalement. Là. C'est à peu près dans une maison qui date de ce temps-là. Là. Probablement que les Patriotes la regardaient en passant. Là,